Bonjour, bonjour. L'actualité en Amérique latine est très chargée en ce moment. Je salue évidemment tous les suiveurs des deux rives. Un grand merci aussi aux contributeurs qui nous permettent d'avancer, qui nous permettent d'exister et qui nous ont permis de survivre à cette première année. Je vous rappelle que nous avons fêté le premier anniversaire des deux rives il y a une semaine, donc en tout cas un petit peu plus d'une semaine. Donc merci à vous, continuez à nous soutenir. Allez sur la page lesdeuxrives.info, cliquez sur soutenez-nous et abonnez-vous aux Deux Rives pour nous permettre de vous proposer un autre son de cloche sur l'Amérique latine pendant l'année qui vient. Ceci étant dit, ceci étant rappelé, je vais essayer de vous faire une courte vidéo. Bon, je vais essayer de ne pas me mentir à moi-même non plus, la plus courte possible en tout cas, pour que vous puissiez saisir les enjeux de ce qui se passe en ce moment à Cuba, en Haïti, au Venezuela et au Pérou, parce que il s'y passe des choses. Commençons sans plus attendre à Cuba. Vous avez dû voir dans n'importe quel média qu'il y a des manifestations, on parle de manifestations massives contre le régime, contre la dictature cubaine. Les Cubains se soulèvent, ils demandent de la liberté, la fin du régime dictatorial. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, il faut savoir, bien entendu, que depuis l'arrivée de Donald Trump, qui n'a pas eu, en tout cas en Amérique latine, une position très différente de ses prédécesseurs, au contraire, elle a été encore plus guerrière par rapport au gouvernement progressiste, le blocus contre Cuba a subi une recrudescence terrible. Le Cuba, ces derniers temps, on en parlait moins. D'ailleurs, pour le coup, je fais mon autocritique. Je me suis plus aussi focalisé, en tout cas, à faire connaître le blocus contre le Venezuela. Mais le blocus contre Cuba est aussi inhumain que n'importe quelle mesure coercitive unilatérale prise par les États-Unis contre une nation et contre un peuple. Et les conséquences du blocus à Cuba sont évidemment terribles. Notamment pour ce qui est de l'importation d'aliments, l'importation de produits pharmaceutiques, l'imposition de pièces de rechange pour les industries, etc., etc. Et puis les conséquences économiques de ce blocus. Alors rien n'a changé avec Joe Biden, on continue dans la même veine que les politiques criminelles de Donald Trump. Les conséquences économiques du blocus ont été aggravées par la pandémie, puisque une des grandes sources de rentrée de l'île révolutionnaire, c'est le tourisme. Le tourisme s'est arrêté depuis maintenant un an et demi, donc ça a eu un impact évidemment sur l'économie cubaine. La recrudescence du blocus a eu aussi des conséquences sur les envois d'argent depuis l'extérieur et notamment depuis les États-Unis, de ceux qui résident aux États-Unis et à leur famille à Cuba. Il y a eu aussi donc au sein de la pandémie, comme le rappelait le président cubain Díaz-Canel, avec la recrudescence du variant Delta, ils ont dû créer des centres hospitaliers, de nouveaux centres hospitaliers, en tout cas pour accueillir les personnes qui avaient contracté le virus. Et cela avait un coût énergétique, notamment, qui a dû être compensé par des coupures d'électricité dans les villes. Donc, à Cuba, effectivement, il y a un mécontentement. En plus, je rappelle que depuis le 1er janvier 2021, Cuba s'est lancé dans des réformes économiques. On se rappelle qu'ils ont unifié leur monnaie, ils avaient une double monnaie, ils l'ont unifiée, ils ont augmenté les salaires, augmenté les retraites pour essayer de trouver une stabilité. Or, évidemment, le blocus plus la pandémie a un peu mis à mal le plan économique de relance prévu par les réformes à partir de janvier 2021. Donc, effectivement, comme dans tous les pays du monde, il y a un mécontentement au sein d'une partie de la population et ce mécontentement va être exploité politiquement. Là encore, il faut faire un léger retour en arrière de quelques mois et on se rappelle qu'il y avait eu un mouvement
soi-disant spontané, le mouvement San Isidro, qui avait regroupé des artistes cubains pour contester le régime politique en place à Cuba, non, selon leurs propres termes, avec à leur tête une série de personnes qui ne faisaient pas abstraction de leur amour pour les États-Unis et pour Donald Trump dans le cas du mouvement San Isidro. Et on a vu évidemment certaines techniques de révolution colorée avec l'utilisation des réseaux sociaux pour capter une partie de l'opinion segmentée dans la jeunesse, dans les milieux intellectuels urbains, artistiques. On va dire que c'était peut-être un ballon d'essai et l'offensive se reproduit désormais en ce moment avec ce qui n'a été finalement que des manifestations assez condensées, hein, ce n'étaient pas des manifestations massives comme vous pouvez le lire dans les médias dominants. De fait, les réseaux sociaux ont bien aidé à diffuser certaines manifestations. Dès que les points de vue sont aériens ou en tout cas d'un peu plus haut, on voit bien que ça n'attire pas de très très grandes foules. Donc évidemment il y a dans ces manifestations évidemment hein, des gens de bonne foi, des gens un peu fatigués par les conséquences économiques du blocus et par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Il y a, comme le disait encore une fois le président Diaz-Canel, certains révolutionnaires qui ont été manipulés. En revanche, les mots d'ordre, là sont imputables à un groupe, on va dire, de meneurs, et les mots d'ordre sont donc contre le régime politique, contre le gouvernement cubain, et puis il y a la demande d'intervention humanitaire, de créer des couloirs humanitaires et donc de faire passer l'État cubain pour un État failli. Alors ce qui est assez hallucinant, c'est que il y a quelques semaines à l'ONU, il y a eu un vote au sein de l'Assemblée générale des Nations Unies, 184 pays, à l'exception notable des États-Unis, d'Israël, du Brésil et de l'Ukraine, 184 pays ont voté pour la levée du blocus qui asphyxie le peuple cubain. Ça, aucun média n'en parle lorsqu'il parle de la crise économique à Cuba. Première faute, parce que évidemment, si quelqu'un se préoccupe de la qualité de vie du peuple cubain, alors il faut lever le blocus criminel contre l'île. Et puis, Cuba a homologué un vaccin contre le Covid, non, le vaccin Abdallah. Personne n'en a parlé non plus. Et là, il se trouve que pour des manifestations visiblement bien organisées depuis Miami avec des ramifications dans l'île, cela fait la une de tous les médias. Donc on est aussi face à une opération psychologique, face à une campagne médiatique visant à discréditer l'île. Et vous allez voir, campagne médiatique qui intervient à un moment de pression maximale sur le Nicaragua, le Venezuela. Alors le Venezuela, ça sera autre chose, on en parlera tout à l'heure, ça sera du point de vue militaire. Donc sur Cuba, et puis en règle générale, sur tout le mouvement progressiste, encore une fois. La demande évidemment d'intervention humanitaire ou de couloir humanitaire, on voit ce que ça donne. Hein. On a vu ça en Libye par exemple, avec la destruction totale de ce pays. On a vu ce que ça a donné aussi le 23 février 2019, puisque c'était le prétexte pour l'invasion du territoire vénézuélien par Juan Guaido et une armée de déserteurs, de mercenaires et de paramilitaires colombiens, hein, sous prétexte d'une intervention humanitaire, sous prétexte de couloir humanitaire, etc., etc. Donc évidemment, le gouvernement cubain, le Parti communiste cubain ne s'est pas trompé et a appelé les révolutionnaires cubains et en première file pour reprendre les mots du président Diaz-Canel, les communistes à défendre les acquis révolutionnaires de l'île. Donc voilà, ne vous laissez pas prendre pour des buses. Personnellement, je pense que cette tentative
ne résistera pas à un temps même à court terme ou à moyen terme, mais il s'agit d'une pression de plus, profitant évidemment du mécontentement des citoyens cubains dû, comme dans chaque pays, à les conséquences économiques du Covid et aussi une crise qui est induite par le blocus criminel. Je passe maintenant à un autre pays, Haïti. Alors Haïti, le président, je ne devrais pas commencer comme ça, celui qui avait usurpé la présidence de la République depuis le 7 février 2021, Jovenel Moïse, a été assassiné. Alors, ça, c'est quand même assez rocambolesque, un président ou quelqu'un qui tient en tout cas la tête de l'exécutif assassiné. Bon, je pense qu'il faut s'y arrêter et vous allez voir que là aussi les connexions sont plus que troubles. Alors, déjà il faut revenir sur qui était Jovenel Moïse, non? Alors, c'était pas, donc comme je viens de le dire, il n'était plus président depuis le 7 février 2021. Jovenel Moïse était totalement impopulaire. Il avait réussi à mettre dans la rue plusieurs fois entre 2018 et 2021 plus de 2 millions d'Haïtiens dans la rue, hein. Si vous faites un petit calcul, c'est comme s'il y avait des manifs en France de 14 millions de personnes, c'est gigantesque. Il avait fait fermer le Parlement, donc il n'opérait plus depuis janvier 2020. Il avait nommé un conseil électoral pour essayer de faire bidouiller la Constitution de manière frauduleuse. Donc il avait nommé un conseil électoral en désaccord avec le pouvoir judiciaire. Et puis surtout, pour contrôler les mouvements sociaux, il co-gouvernait avec le crime organisé, et notamment avec le G9, qui est un conglomérat de gangs qui faisait régner la terreur en Haïti. Donc, c'est cette personnalité-là qui a été assassinée. Alors, tout ce que je viens de dire, évidemment, ne justifie pas son assassinat, hein, ça n'a rien à voir, mais c'est bon à savoir, puisque désormais, pour parler de son assassinat, il faut bien distinguer ce que l'on sait des possibles spéculations et suppositions. Parce que le fil de l'histoire n'est pas encore clair. Et puis, il y a déjà des contre-feux médiatiques qui commencent à s'allumer, notamment depuis la Colombie, pour essayer de prendre de la distance avec le rôle visiblement que ce pays a joué dans cette sombre affaire. Donc, on va essayer de ne pas rentrer dans les suppositions, mais de se tenir aux faits. Premier fait, Jimmy Cerisier, le chef du G9, c'est-à-dire du conglomérat des bandes armées, s'était éloigné de Moïse et avait même appelé à une manifestation le 1er juillet, soit quelques jours avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Alors, ce qui est assez drôle, c'est qu'il se présentait désormais, ce type est un gangster, mais il se présentait désormais comme un espèce de Robin des Bois, voulant donner à manger au peuple haïtien, leur redonner des services publics, etc. Si c'était pas aussi tragique, on pourrait peut-être en sourire. Tout du moins, c'est intéressant parce qu'on voit une fois de plus comment le crime organisé peut avoir un rôle propre ou autonome en politique, et là, retenez bien ça, parce qu'après on parlera du Venezuela avec la bande d'El Coqui. Cerisier, évidemment, avait pris ses distances avec Moïse, cela aurait dû être d'ailleurs un avertissement, et de montrer que les lignes politico-criminelles en Haïti étaient en train de bouger. Deuxième chose que l'on sait, que 26 des 28 mercenaires qui ont été arrêtés sont des militaires en retrait ou des militaires actifs, dont l'un a des liens avec la présidence de la République de Colombie. Ce sont des Colombiens. Là encore, cela pose question, puisque un des mercenaires
était sous le coup d'une enquête pour avoir participé au faux positif, donc avoir assassiné 2 personnes innocentes. Comment a-t-il pu sortir de Colombie pour aller en République dominicaine, lorsque l'on sait que si on habite à Bogota et qu'on veut aller prendre des vacances à Saint-Domingue, on vous demande un test PCR. Si vous ne l'avez pas, vous ne montez pas dans l'avion. Par contre, quand vous avez une enquête pour meurtre sur vous, ça on vous laisse passer crème. Là, il y a évidemment un problème qui mouille les autorités migratoires colombiennes. Tout du moins, encore une fois, on voit la participation de facteurs paramilitaires colombiens. Encore une fois, c'est à rapprocher de l'opération Gédéon qui avait eu lieu contre le Venezuela en mai 2020, non, avec le débarquement de mercenaires et de terroristes pour réaliser la même chose, c'est-à-dire tuer Nicolas Maduro ou des hautes personnalités de la révolution bolivarienne au Venezuela. Alors l'opération Gédéon avait échoué. Alors ce qu'il faut voir, c'est que l'opération Gédéon, il y avait 70-80 mercenaires. Il y a beaucoup de médias qui ont minimisé la chose. Là, il se trouve qu'avec une petite trentaine, ils ont réussi à assassiner celui qui se faisait passer pour le président de la République d'Haïti. Voilà. Donc, encore une fois, la Colombie comme foyer de déstabilisation dans la région. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? On sait que le chef de la sécurité de Moïse, Dimitri Herald, s'était rendu en Colombie quelques jours avant l'assassinat de Moïse et surtout quelques jours avant la visite de William Burns, directeur de la CIA en Colombie, qui venait pour coordonner une mission délicate, selon ses propres termes. Ça, on le sait. Après, on peut essayer d'analyser, peut-être de spéculer, mais ceci est un fait. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? Que ce même Dimitri Herald était sous le coup d'une enquête pour trafic d'armes aux États-Unis. Autrement dit, il le tenait un peu par la moustache. Il n'avait pas de moustache? On s'est compris. Il était sous le coup d'une enquête pour trafic d'armes. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? Que les membres du commando qui s'est introduit chez Moïse n'ont reçu aucune résistance de la part de ceux qui étaient censés assurer sa sécurité personnelle. Là encore, il y a différentes versions. Une version qui dit que ce sont les membres de sa sécurité personnelle qui l'auraient torturé et tué. D'autres que c'est le commando de Colombiens et de 2 États-Uniens, États-Unino-haïtiens, seront un peu plus certainement dans les prochains jours. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? Que c'est une entreprise de sécurité qui a contracté ces mercenaires. Cette entreprise de sécurité a été fondée et est dirigée par un Vénézuélien résidant à Miami, Vénézuélien anti-chaviste, qui est un fêlé partisan de Juan Guaidó. Là encore, les connexions barbouzes et mafieuses se recroisent entre la Colombie, Juan Guaidó et désormais Haïti. Je dis ça aussi pour tous ceux qui ont soutenu Juan Guaidó. Là, aujourd'hui, on sait un peu plus qui est ce sombre, sinistre personnage. Vont-ils continuer à le défendre? Qu'est-ce que l'on sait d'autre? On sait que, aujourd'hui, 3 personnes revendiquent la présidence d'Haïti. Claude Joseph, qui était Premier ministre, Ariel Henry, qui avait été nommé Premier ministre par Jovenel Moïse juste avant son assassinat. Alors, en sachant que ni l'un, ni Claude Joseph, ni Ariel Henry n'ont été ratifiés par le Parlement comme le stipule la Constitution. Donc là, il y a aussi un grand problème institutionnel. La 3e personne, c'est Joseph Lambert, qui est le président du Sénat, qui lui aussi se dispute la présidence d'Haïti, sans oublier qu'à partir du 7 février 2021, c'est-à-dire à partir du moment où Jovenel Moïse n'était plus légalement président d'Haïti, l'opposition unie, avait désigné Joseph Mécène Jean-Louis, un magistrat, comme président de transition pour aller à d'autres élections. Donc là, évidemment, on est encore une fois
dans une crise institutionnelle exacerbée. Elle existait avant l'assassinat de Moïse, elle est depuis devenue exacerbée. Une délégation des États-Unis s'est entretenue avec les trois, évidemment pas avec mécène Jean-Louis, ils s'est entretenu avec les trois autres pour essayer de trouver une porte de sortie. Donc là, on voit l'ingérence totale des États-Unis dans cette affaire. Selon les mots du président du Sénat, il y a eu une bagarre, des insultes entre les deux premiers ministres non constitutionnels, puisque aucun n'a été ratifié par le Parlement. Qu'est-ce que l'on sait d'autre? Que Claude Joseph, donc l'actuel Premier ministre, qui revendique la présidence du pays, a demandé aux États-Unis d'intervenir et donc d'envahir le pays pour rétablir la sécurité et assurer la sécurité de centres névralgiques. Et ça, c'est évidemment un des points centraux, puisque une invasion d'Haïti, une nouvelle invasion d'Haïti, que ce soit par les forces états-uniennes, par des forces combinées du corps groupe, par l'ONU, évidemment, serait un manque total à la souveraineté du pays, serait évidemment une invasion, hein. Il y a pas d'autre mot, et on répéterait finalement l'histoire qui a mené à la désinstitutionnalisation progressive du pays. Et là, je crois que ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Alors là, je quitte un petit peu les faits pour conclure. Il faut voir que Jovenel Moïse, en tant qu'un des leaders du parti PHTK, était complètement cramé, hein, s'il aurait voulu se représenter. Je veux dire, la population, il était complètement impopulaire, la population le détestait, et finalement, il représentait presque une menace pour les intérêts de l'oligarchie haïtienne et de leurs soutiens internationaux, puisque face à ce dégoût et ce rejet non seulement de Moïse, mais aussi du PHTK, eh bien, une coalition patriote, progressiste, ou mêlant en tout cas, ou voulant en tout cas se distancier de ce régime mafieux lié au parti de gouvernement de Martelly et Moïse, aurait pu conquérir démocratiquement le pouvoir. Là, évidemment, les cartes sont rebattues. Il y a aussi des suspicions de complicité interne au sein du PHTK dans l'assassinat de Moïse. Je m'arrête là, nous en saurons un petit peu plus dans les jours et les semaines qui viennent. Nous allons passer maintenant au Venezuela. Alors, on prend l'avion, on quitte Port-au-Prince et on traverse la mer des Caraïbes, on s'en va donc de Cuba et d'Haïti, on part au Venezuela où, comme vous le savez, puisque vous avez dû suivre plusieurs vidéos ou articles parus sur le site des Deux Rives, le Venezuela fait face à une guerre hybride qui mène un front institutionnel, non? Donc avec Juan Guaido qui dispute la présidence à Nicolás Maduro, avec un pouvoir judiciaire parallèle, il y a eu un parlement parallèle, etc. Donc un front institutionnel, un front diplomatique visant à isoler le Venezuela, un front médiatico-psychologique dont vous êtes les victimes, visant à créer toute une série de fake news, ou en tout cas un récit politique pas du tout en adéquation avec la réalité, visant à justifier tout type d'intervention contre ce pays. Un front économique, hein, c'est le blocus, nous parlions du blocus contre Cuba, évidemment, il s'abat aussi sur le Venezuela pour asphyxier la population en espérant que celle-ci se retourne contre les gouvernements légaux et légitimes. Et puis il y a un front militaire avec plusieurs acteurs, une multiplicité d'acteurs. Alors on trouve des groupes de choc de l'opposition, on trouve des déserteurs, on trouve des mercenaires, des mercenaires, oui, comme en Haïti par exemple. Il y a eu des infiltrations de mercenaires durant l'opération Gédéon et durant des années en réalité au Venezuela, hein. On se rappelle que Nicolás Maduro avait dénoncé en novembre 2018 que 734 mercenaires s'entraînaient sur la base de Tolemaïda en Colombie. Il y a eu des infiltrations de mercenaires un an après, etc. Il y a aussi des infiltrations de paramilitaires, donc c'est-à-dire ces membres anciens militaires ou des groupes
paramilitaires colombiens qui ont un rôle dans la déstabilisation du Venezuela, et puis le crime organisé vénézuélien. Alors le crime organisé vénézuélien a changé, notamment depuis 5 ans, depuis 6 ans en réalité. Donc je vous renvoie à une interview que j'avais faite il y a 1 an ou 2 sur ce thème-là au secrétaire du Conseil national de la police vénézuélienne, qui explique très bien les évolutions du crime organisé au Venezuela, et donc il montrait que le Venezuela fait face aujourd'hui à des groupes qui ont des ramifications transnationales, à des groupes qui ont une hiérarchie militaire, qui ont des moyens technologiques, de télécommunications et d'armement qui n'a rien à voir avec une petite bande de quartier ou un petit groupe mafieux. On est face évidemment à un groupe qui dispute à l'État l'administration du territoire et le contrôle de secteurs ou de couloirs stratégiques. Et ça, c'est vrai dans les grandes villes, à Caracas en particulier. C'est vrai aussi dans les zones rurales, notamment dans les zones centrales, comme l'état de Guárico ou l'état du Bolivar, où se concentre la plupart, pour l'état de Guárico en tout cas, le passage de la distribution des aliments produits au Venezuela. Je crois que 65-68% des aliments produits au Venezuela passent par cet état. Je rappelle que la plupart des Vénézuéliens vivent dans les grandes villes, 90% vivent dans les grandes villes, et notamment les villes de la côte vénézuélienne, et donc c'est le passage donc des états productifs, notamment des angles ou du centre du pays, transite par cet état. Donc c'est un état éminemment stratégique, bien entendu. Et puis par l'état il y a aussi l'état de Bolivar, notamment avec l'arc minier et la frange pétrolifère, donc c'est-à-dire un état très riche en ressources naturelles, où là aussi évidemment pullule ce genre de groupe armé du crime organisé. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Caracas. À Caracas, il y a plusieurs bandes assez connues qui contrôlent généralement des secteurs stratégiques dans les quartiers populaires. C'est généralement ceux qui surplombent des entrées ou des sorties de la ville de Caracas, ou des axes de transport éminemment stratégiques de la ville. Donc, Caracas étant dans une vallée, il n'y en a pas 150 000 non plus. Et donc on a la bande de Wilexi, par exemple, José Félix Rivas, qui contrôle, qui surplombe en tout cas la sortie est de la ville. Il y a des bandes de Guarataro qui permettent de relier le tunnel qui mène à l'aéroport et à la mer. Et il y a des bandes organisées, El 70, El Valle, qui est à une encablure du ministère de la Défense et qui par où transite l'autoroute régionale du centre, et puis donc cet axe de la Cota 905 où a été donné l'assaut, qui permet elle aussi de contrôler une entrée et une sortie de la ville. Il y a d'autres quartiers qui ne sont pas comme ça, parce qu'ils n'ont pas d'autre intérêt stratégique. Donc là encore, il y a à la fois un mélange entre le crime organisé et certains des objectifs de l'opposition la plus radicale, tout du moins, qui est de faire passer l'État pour un État failli, non, qui justifierait une intervention étrangère, et puis surtout disputer l'administration du territoire. Il se trouve que le jour où la mission d'exploration de l'Union européenne, qui venait pour voir si les conditions étaient données pour envoyer des observateurs aux élections régionales et municipales de novembre 2021, coïncidence, la bande d'El Coqui décide d'attaquer des civils et de faire régner la terreur dans certaines zones de Caracas. Là, la réponse de l'État ne s'est pas fait attendre. Plus de 3000 membres des forces d'action spéciale de la police nationale bolivarienne ont été déployés, avec d'autres composantes tactiques d'autres corps de police, n'est-ce pas? Donc évidemment, encore une fois, lorsqu'il s'agit d'aller affronter des membres de gangs
qui sont lourdement armés, hein, puisqu'il y a eu des armes saisies, des fusils mitrailleurs, des lance-roquettes, etc. Hein, ce sont des structures militaires auxquelles se sont affrontées les forces d'action spéciale de la police. Alors évidemment, on envoie l'État vénézuélien, qui n'est pas irresponsable, n'envoie pas un îlotier, n'envoie pas un policier municipal et n'envoie pas un membre d'ONG, qui d'ailleurs ne sont pas montés. Hein, que les bandes du crime organisé séquestrent des populations entières, ça ce n'est pas un manque aux droits de l'homme, pas du tout. Les droits de l'homme des populations qui vivent sous les quartiers contrôlés par le crime organisé, évidemment, on peut s'imaginer dans quel état sont-ils. Petite parenthèse à part. Toujours est-il que donc il y a eu effectivement un affrontement, les armes retrouvées, ça c'est très important, n'appartiennent pas à l'arsenal des forces de la police ou de l'armée vénézuélienne. Et il a été retrouvé en grande quantité des AR-15, des Barnett M82, des lance-roquettes qui ne font pas partie de l'arsenal ni de la police, ni de l'armée vénézuélienne. Tout simplement parce que ce sont des armes états-uniennes et que l'armée ne les utilise pas. L'armée utilise des AK-102 et des AK-103, et quelques FAL, des vieux FAL, donc belges si ma mémoire est bonne. Et évidemment, on peut se demander comment cet arsenal militaire a pu arriver aux mains de ces bandes du crime organisé. C'est une question qui nous ramène encore une fois à Haïti, avec la participation de Dimitri Herald donc dans le trafic d'armes, qui nous ramène en Colombie, qui est le centre de la déstabilisation de l'Amérique latine, en tout cas des gouvernements progressistes d'Amérique latine, avec le voyage de l'amiral Craig Faller, commandant du Southcom, il y a quelques jours, en Colombie, avec le voyage du directeur de la CIA, William Burns, en Colombie. Effectivement, là, il y a un autre mystère à éclaircir. Alors, dans les jours qui viennent, encore une fois, je vous donne quelques petites clés pour qu'on ne vous prenne pas pour des buses. Il se pourrait, évidemment, que certaines ONG tarifées, c'est-à-dire payées par le gouvernement des États-Unis via la NED, via la USAID, via Freedom House, via les fondations de George Soros, émettent des rapports, ou que ce soit les multinationales des droits de l'homme tels que Amnesty ou Human Rights Watch, qui répondent toutes à des agendas politiques, et des agendas politiques qui sont généralement alignés sur les intérêts stratégiques des États-Unis, émettent des rapports comme quoi il y aurait eu violation des droits de l'homme au Venezuela, etc. Encore une fois, et de critiquer l'action de l'État, évidemment, vénézuélien. Encore une fois, il faut vraiment se demander quel est le rôle de ces ONG. Pourquoi ne critiquent-elles jamais les violations systématiques des droits de l'homme lorsque un gang met la main sur un quartier populaire et donc exerce la loi du plus fort, c'est-à-dire la loi du plus fort, c'est si ta tête me revient pas, je te mets une balle dans la tête, si j'ai envie de coucher avec ta fille de 12 ans, je couche avec ta fille de 12 ans parce que c'est moi le plus fort, etc. etc. C'est ça aussi. Là, on n'entend jamais d'ONG se prononcer sur ces thèmes-là. Cela fait partie, bien entendu, d'un autre front, qui est le front médiatico-psychologique. J'en finis ici avec le Venezuela et je passe au Pérou. Alors, au Pérou, Pedro Castillo, nous sommes... quel jour on est? Je ne sais plus. Nous sommes le 12 juillet. Donc, Pedro Castillo, qui est censé assumer la présidence de la République du Pérou le 28 juillet, donc dans maintenant 15 jours, n'a toujours pas été nommé officiellement par les autorités électorales. Cela est dû à la pression judiciaire au sein des institutions électorales, parlementaires et politiques du clan fujimoriste qui, on le sait, ne cherche pas à le déposséder de sa victoire, c'est désormais impossible, mais à la retarder. À la retarder pour plusieurs raisons. D'une part,
pour que la transition entre les ministères se fasse de manière chaotique et que le début du gouvernement Castillo soit marqué par une sorte de désinstitutionnalisation. Cette pression tend aussi à ce que Pedro Castillo modère ses propositions initiales, et notamment en ce qui concerne l'Assemblée constituante, c'est-à-dire d'essayer de le ramener de la position radicale, de transformation radicale dans laquelle il se trouve, à une position plus modérée, de se séparer Pedro Castillo du parti Perú Libre, qui est un parti révolutionnaire, anti-impérialiste, d'essayer de créer une dissension entre eux, et d'essayer de le faire gouverner au centre. Alors là, il faut voir deux choses. La première, c'est que de toute façon, au niveau parlementaire, et en tout cas jusqu'à la constituante, Pedro Castillo et le parti Perú Libre devront faire des alliances. Ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas la majorité absolue au Parlement. Ils ont 37 députés, plus 5 de Juntos por el Perú, le mouvement de Verónica Mendoza. 37 plus 5, ça fait 42. Ils devraient en avoir, si je ne m'abuse, 65 pour avoir la majorité absolue. Ils ne les ont pas. Ils devront donc trouver et composer des alliances au centre et parfois, évidemment, contre nature. En revanche, ce que nous sommes en train de voir, c'est que les lignes bougent et de nouvelles hégémonies politiques sont en train d'être créées au Pérou. D'une part, chez les partisans de M. Castillo, parce que, d'une part, il a une trajectoire militante, syndicale, qui lui permet d'avoir un réseau de militants qui ne font pas partie des structures traditionnelles de la politique. Alors ça, évidemment, le parti Perú Libre et les autres partis de gauche comme Nuevo Perú, justement, complémentent aussi cette force, on va dire, de gauche. Mais il y a aussi des politiciens qui sont en train de débattre au sein de leur parti pour rejoindre ce camp de Pedro Castillo. C'est un mouvement politique, finalement, qu'on a déjà vu dans d'autres processus de transformation politique, comme au début, au Venezuela, au début de la révolution bolivarienne, comme lors de la révolution citoyenne. Alors, on a toujours eu tendance à qualifier ces gouvernements de gauche. En réalité, ils étaient plus national-populaires, et il y avait tout un éventail d'idéologies politiques représentées dedans, avec tout du moins une constante qui était la défense des intérêts nationaux, des intérêts du peuple et de la souveraineté du pays. Voilà. Donc, effectivement, là, on voit comment des lignes sont en train de bouger au sein de partis de centre-gauche, notamment le parti Action Populaire, dont le président du parti est le gouverneur de Cajamarca, qui est la région de Pedro Castillo, et qui pourrait emmener une partie de son parti à s'allier avec le mouvement créé par la victoire dans le sillage de la victoire de Pedro Castillo. D'autres partis, un peu plus de centre-droit, pourraient se diviser et se rallier aussi. Bon, le but, effectivement, c'est de trouver une majorité parlementaire pour pouvoir gouverner et ensuite peut-être radicaliser le propos. Le temps nous le dira. Mais de l'autre côté, il y a aussi des mouvements. Keiko Fujimori serait-elle en passe de se faire dévorer par son propre camp? C'est une possibilité, notamment avec l'éclosion d'une nouvelle droite, alors aussi beaucoup plus radicale, beaucoup plus conservatrice, dans la lignée de Bolsonaro, dans la lignée de Vox en Espagne, de certains partis européens, donc qui ont une vocation extrêmement conservatrice et extrêmement libérale aussi, sur le plan économique. Donc cette tendance est représentée par López Aliaga au Pérou. Il y a évidemment des dissensions. Qui sortira gagnant de ce remaniement, on va dire, de la construction d'une nouvelle hégémonie du bloc bourgeois, comme on pourrait le dire si on emprunte des mots à la situation française?
Ça, encore une fois, nous le verrons dans les prochaines semaines. Toujours est-il que le nom de Fujimori commence à être un nom assez perdant et assez handicapant pour l'oligarchie et la bourgeoisie péruvienne, puisqu'il est systématiquement relié à l'épisode de la dictature du père, donc de Keiko, Alberto Fujimori, et le nom Fujimori attire un anti-vote, un vote de rejet assez important qu'il n'y aurait pas s'il y avait une droite qui, je vais dire, repeint la façade, hein, pour aller vite. Donc, au sein même des alliés économiques et politiques, je pense qu'on est en train d'assister aussi à une recomposition des forces politiques au Pérou. Donc, dans les jours qui viennent, par contre, ça je l'annonce, Pedro Castillo devrait être nommé président de la République, hein, officiellement, et former son premier cabinet ministériel. Évidemment, on continuera les analyses une fois que l'on en saura plus sur ce sujet. Je vous remercie, j'espère ne pas avoir été trop long, j'ai fait tous les efforts possibles et inimaginables. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de soutenir les deux rives pour pouvoir bénéficier d'un autre point de vue, d'un autre son de cloche sur ce qui se passe en Amérique latine. À très bientôt.